Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Il est un thème mythologique dont on peut dire que depuis 25 siècles, il a connu une fortune tout à fait singulière. Ce thème, c'est celui de l'Atlantide. Cette Atlantide, dont le premier nous a parlé Platon, dans 2 de ses dialogues, dans le Timée, où il raconte comment le démiurge a créé l'âme du monde et puis l'ensemble de l'univers, et c'est en même temps le texte dont on sait qu'il est à jamais resté inachevé, qui est celui du Chrysias. Et où, à la fois dans le Timée et dans le Chrysias, Platon nous parle de cette civilisation qui aurait vécu au-delà des colonnes d'Hercule, sans aucun doute quelque part du côté de l'océan Atlantique d'aujourd'hui, et puis qui un jour, frappée par sa démesure, frappée par son hubris, par la manière dont elle insultait aux dieux, a été détruite par un cataclysme, une sorte de raz-de-marée en quelque sorte, qui l'a définitivement englouti. Or, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce thème mythique de l'Atlantide est présenté d'ailleurs comme un mythe par Platon, afin de pouvoir expliquer ce qu'il n'arrive pas à expliciter simplement du point de vue de la seule raison discursive, de voir comme ce mythe, après quelques échos dans l'Antiquité, du côté de Hélien par exemple, ou de Diodore de Sicile, comme ce thème, en quelque sorte, était entré en sommeil pendant des siècles et des siècles, et puis a fait résurgence au moment de la Renaissance européenne, précisément à l'époque où on redécouvre les textes de Platon et où on les retraduit directement du grec dans les langues parlées, dans les langues communes de l'époque, d'abord en italien, puis en français, en anglais, en allemand, etc. Et depuis lors, on voit comme le thème de l'Atlantide a occupé une fonction mythologique extrêmement importante, à la fois dans notre imaginaire, à la fois dans un certain nombre de recherches qui se voulaient scientifiques, qu'aujourd'hui on appellerait évidemment des pseudosciences, et surtout du point de vue de la fiction, du point de vue du roman. Comme s'il y avait là une concrétion en quelque sorte d'ordre symbolique qui n'a pas fini d'irriguer nos consciences et qui a été appelée à un développement tel que l'Atlantide est devenue d'une certaine manière un des référents majeurs de notre imagination et de notre symbolisme tel qu'il s'est donné particulièrement à travers un certain nombre de mouvements ésotéristes. Et c'est pour comprendre précisément la fortune de ce thème, sa signification, ce qu'il peut vouloir dire aujourd'hui dans sa manière de continuer à exister. C'est donc à ce thème que nous nous intéressons aujourd'hui, en compagnie de François Angelier et d'autre part d'Olivier Bourrat, qui avait rédigé à l'époque une anthologie de l'Atlantide parue aux éditions Arléa. Platon présente l'Atlantide comme un mythe, mais ce qui a fasciné à mon avis immédiatement les lecteurs, enfin ceux qui ont pris connaissance de ce mythe, c'est la précision extraordinaire que Platon lui donne. On est à la fois là dans quelque chose qui est de l'ordre de la mythologie utopique, de la grande rêverie politique, de la cité idéale, et comme toujours dans ce cas, plus l'idéal est fort, plus la précision est grande. Et ce qui est passionnant avec l'Atlantide, c'est que Platon ne laisse rien dans l'ombre. Tout est baigné dans une espèce de lumière. On pourrait peindre, dessiner l'Atlantide. La précision sur les habitants, sur les machines, sur le lieu, sur l'histoire de l'Atlantide est totale. Et c'est ce qui, à mon avis, a fasciné, c'est qu'on est dans une espèce de spectacle total et de spectacle extrêmement précis, extrêmement ciselé. Les effets de réel sont parfaitement réussis chez Platon et même si c'est présenté comme un mythe, c'est tellement bien fait au niveau des détails dans le Critias, description parfaitement romanesque d'une civilisation avec les détails, la faune, la flore, la ville, l'organisation politique. Ça fonctionne déjà comme un roman. En plus, le Critias est inachevé.
Donc ça laisse un vaste champ à l'imaginaire. Le Timée, au contraire, lui, c'est assez court, le passage sur l'Atlantide. Donc l'imaginaire, là encore, peut rebondir parce qu'il est un petit peu il reste sur sa fin. Quant à savoir pourquoi on a été fasciné par quelque chose qu'effectivement au départ dans le mythe de l'Atlantide, dans le Timée, dans le Critias, on oublie toujours que c'est le combat entre d'une part l'Atlantide qui est censée représenter le mal à des mesures et d'autre part Athènes qui est finalement victorieuse et qui elle est virtueuse. On oublie complètement Athènes et on s'intéresse à l'Atlantide. Alors pourquoi ? Sans doute parce que les hommes sont fascinés par cette démesure. Il y a cette idée dans le mythe de l'Atlantide, un petit peu comme dans le mythe de Babel, que certes, ça n'est pas bien de vouloir la toute-puissance, ça n'est pas bien de vouloir la démesure, mais c'est assez crâne. C'est assez impressionnant. C'est finalement assez glorieux pour l'homme de vouloir s'égaler aux dieux, puisque finalement l'Atlantide est un continent qui est châtié. Mais ce châtiment, il est à la gloire d'une certaine idée de l'humanité. Ce qui est étonnant, François Angelier, si on lit le texte de Platon sur l'Atlantide, c'est qu'effectivement, ça a à voir en même temps avec le texte de la République, puisque c'est la République réalisée d'une certaine façon, mais que d'une part, Platon le présente clairement comme un mythe, et que d'autre part, cette utopie, si l'on peut dire, enfin au sens strict, c'est-à-dire ce qui n'a pas de lieu, cette utopie, nous la comprenons aujourd'hui comme projetée vers le futur, alors que Platon l'a dit, c'est de l'ordre du passé, et ça a été détruit, ça n'existe plus. C'est de voir comment, finalement, ensuite, ça a été lu comme une sorte de, de rêve du futur, alors que Platon le présente au contraire comme une nostalgie du passé. C'est-à-dire que c'est un mythe qui, selon moi, alimente les deux types de rêverie. La rêverie qui considère l'histoire comme une décadence, c'est-à-dire qu'il y a une source atlantéenne à l'histoire, la destruction d'Atlantide, ensuite projetant l'histoire dans une espèce de nostalgie, de deuil. Nous sommes tous en deuil de l'Atlantide, et l'histoire est donc perçue à ce titre comme un éparpillement, comme une décadence, une sorte de dégénérescence à la fois philosophique et politique, et en même temps, ça alimente la rêverie que l'histoire s'achemine vers une cité future, vers une cité idéale. Donc on est pris, à mon avis, quand on voit sur tous la longue durée des siècles, tous les investissements qu'a subi l'Atlantide comme mythe politique, elle alimente aussi bien ceux qui considèrent que l'homme est en deuil de ses origines glorieuses, d'une part, et que l'homme est en marche vers une cité idéale, d'autre part. Donc je crois que la fortune viendrait notamment du fait qu'elle alimente ces deux sensibilités. Ce qui est étonnant aussi, François Angelier, c'est qu'il y a une image symbolique, je dirais centrale, au cœur même du mythe de l'Atlantide, tel que raconté par Platon, c'est que c'est quand même une île située quelque part au-delà des colonnes d'Hercule, de cette manière. Or, on voit très bien que là, on retrouve, je dirais, une grande image qui est celle de l'île du côté de l'Occident, ce qu'on retrouve chez les Celtes. Mais cette île du côté de l'Occident, on sait généralement que c'est une île de l'autre monde. C'est une île du royaume des morts, et de toute façon, une île qui, par définition, ne peut pas faire partie de notre monde à nous. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, précisément, ceux qui ont relu le mythe ensuite, eux, au contraire, l'ont lu comme ça a réellement existé. Ce n'est pas de l'ordre, je dirais, des structures symboliques de l'imaginaire. Non, tout à fait. Je pense que, d'abord, ce qu'il faut constater, c'est que la majeure partie de tous ceux qui ont cherché, rêvé, discuté, traité de l'Atlantide, la situent dans l'Atlantique. Donc, il y a quand même une espèce de consensus séculaire autour de sa localisation dans l'Atlantide. Mais qu'elle a été mise également en Afrique, qu'elle a été mise au pôle, qu'elle a été mise dans la Baltique, qu'on est allé la chercher dans l'océan Pacifique, que d'une certaine façon, à chacun son Atlantide, et que d'une certaine façon, peu importe le fait qu'elle n'existe pas, qu'elle soit présentée comme un mythe, qu'elle soit présentée comme un archétype ou un symbole, enfin, ou que justement le texte nous la livre comme une mythologie, elle correspond à, je dirais, le deuil des histoires nationales. C'est-à-dire que on a tous une Atlantide perdue, dont la réalité historique ne serait que la forme dévaluée. Et que, en définitive, ça c'est une première chose.
Et il apparaît également que le développement, je dirais, de l'archéologie, le développement des enquêtes ethnologiques, anthropologiques, est entré en résonance avec l'Atlantide. Et que d'une certaine façon, on a perdu un petit peu la dimension symbolique au profit d'une espèce d'enquête suite à une espèce de coïncidence historique, ce qui fait qu'on l'a cherché un petit peu partout. Donc c'est une espèce de carambolage ou de choc entre, je dirais, des rêveries de type culturel, symbolique, philosophique, et puis le développement sauvage de l'archéologie. Et ce qui est intéressant, il me semble, François Angelier, c'est de voir la résurrection du thème de l'Atlantide. Bon, on sait très bien que fin Renaissance et XVIIe siècle, le thème revient. Mais comment il revient dans ce qui va être sa forme, je dirais, canonique dans le XIXe siècle et XXe siècle, comme on va le retrouver, par exemple, dans un courant comme la théosophie. C'est-à-dire cette idée qu'il y a eu une sorte de tradition primordiale, si l'on peut dire. Il y a eu un état édénique de l'homme, nous étions au paradis, nous l'avons perdu. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que du point de vue ésotérique, cela s'impose au moment même où, je dirais, la vision darwinienne, en fin de compte, de l'histoire et de la généalogie humaine s'oppose, je dirais, presque de plein fouet à l'idée de l'Atlantide, si on la prend littéralement. Oui, ben justement, je pense qu'il en va de l'Atlantide, je dirais, comme il en va des stigmatisés. C'est-à-dire que les débats s'organisent entre les défenseurs aussi bien d'une origine édénique de l'homme, comme les défenseurs du surnaturel et d'une possibilité justement d'incarnation du surnaturel, de même qu'au face à des gens qui nient cette origine édénique de l'homme et qui nient également la possibilité de manifestations surnaturelles incarnées dans l'homme. Donc là, on est à un moment effectivement de tension très forte entre deux traditions du savoir, une tradition qui est plus de l'ordre effectivement ésotérique, théosophique, une tradition de spiritualiste au sens très fort, liée à la tradition au savoir ou à la spiritualité, et puis une tradition matérialiste, positiviste qui s'affrontent. Et je crois que l'Atlantide n'est qu'une des facettes de ce débat qui court sur tout un tas de sujets. Et qui est d'une certaine façon, Ignatius Donnelly et Humbert Gourbert, l'Américain qui a lancé les recherches atlantéennes et le grand défenseur des stigmatisés face à Charcot, sont des gens qui, d'une certaine façon, défendent un point et un axe de la connaissance et de la possibilité d'un objet et d'une connaissance de cet objet face à d'autres qui la refusent. Ce qui est étonnant, c'est que d'une certaine manière, je dirais, à partir du moment où l'Atlantide, vous avez parlé de la théosophie, mais l'Atlantide réapparaît avec la théosophie, on voit comme Steiner en fait usage, etc. On a tout à coup l'impression que les Atlantes, en quelque sorte, étaient des gens d'une grande sagesse qu'il s'agirait de retrouver. Or, là, quand même, d'une certaine manière, je dirais, c'est en contraste quasiment flagrant avec le texte de Platon. Oui, là, il y a une inversion du mythe qui est assez intéressante. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, il y a les œuvres d'Américains comme Donnelly, qui sont des œuvres qui prennent vraiment énormément de liberté avec le texte de Platon, puisque Donnelly, on ne sait pas trop pourquoi, nous présente des Atlantes capables de voler ou connaissant déjà la poudre, créant une espèce d'empire colonial sur les deux rives de l'Atlantique, aussi bien américaine qu'européenne. Il projette en quelque sorte la réalité anglo-saxonne sur le mythe atlante. C'est sans doute lié au fait que ce renouveau d'intérêt pour l'Atlantide apparaît au XIXe siècle, c'est-à-dire dans une période de positivisme, de culte du progrès, de la science. C'est d'ailleurs ce qui était négatif chez Platon, la technique, la démesure aussi bien du nombre de navires que la taille des villes ou de l'empire, devient tout à fait positif chez les Européens du 19e et 20e siècle. Dans
cette recherche de l'Atlantide, en même temps, François Joliet, on est frappé par quelque chose. Vous parliez de l'œuvre de Donnelly. Lorsqu'on la lit, on est frappé quand même de voir quelque chose qui est de l'ordre, je me permets cette expression, du délire organisé. Je veux dire que parfois, on a des comparaisons, par exemple, entre les pyramides d'Égypte, les pyramides mayas, etc. Enfin, lorsqu'on fouille un tout petit peu, et du point de vue, je dirais, de l'archéologie et de l'histoire de l'esthétique, etc., on voit très bien que ça ne tient pas. Comme si on pouvait trouver, je dirais, à la fois un continent originel, à la fois un être originel, et d'ailleurs, ce qui va souvent ensemble en même temps, et dans Donnelly, c'est très clair, une langue originelle. Oui, mais c'est-à-dire que pour des gens comme Donnelly, je dirais la dimension archéologique joue très peu, parce qu'il travaille sur la notion de trace, et ils font pas jouer l'enquête archéologique comme nous on la ferait jouer, c'est-à-dire il pratique une espèce de collection de traces, et il travaille à partir de cette collection de traces sur des espèces d'identités, sur des espèces d'apparentements comme ça, et à la limite si vous voulez, il fonctionne à l'envers. Ils partent du principe qu'il y a eu l'Atlantide. Donc à partir du moment où il y a eu l'Atlantide, il y a forcément des traces encore concrètes, des espèces de vestiges, même extrêmement ténus, de cette existence. Et là, tout est bon. Lorsqu'on voit le mythe tel qu'il s'impose, je dirais, sous la forme qui va devenir un peu canonique au XIXe siècle, on a l'impression qu'il y a quand même, je dirais, deux branches de l'intérêt pour l'Atlantide. C'est-à-dire, il y a ceux qui y croient dur comme fer, en quelque sorte, qui vont le chercher avec toutes les méthodes scientifiques de l'archéologie qui est en train de se mettre en place, etc. Et puis, il y a beaucoup plus, je dirais, une interprétation de type ésotérique, pour ne pas dire, qui va devenir une interprétation romanesque, et qui est quand même du côté du mythe. Et on se demande pourquoi il y a cette divergence entre ceux qui s'intéressent à l'Atlantide et qui le prennent de manière si différente. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de divergence, parce que quand même au départ le moteur de cet intérêt c'est qu'on est certain de rien finalement. Jusqu'à une époque très récente, on n'a absolument pas les moyens de vérifier s'il y a quelque chose ou pas au fond de l'Atlantique, ou si tous les recoins de la planète sont explorés. Donc on peut à la fois jouer sur les deux tableaux. On peut à la fois rechercher cette Atlantide et puis espérer trouver en elle autre chose que la tradition classique, un petit peu hellénistique que nous présente Platon. Ce qui explique que quelqu'un comme Frobenius, par exemple, va chercher l'Atlantide en Afrique, par des détours, par la tradition classique. Effectivement, il y a des textes d'Hérodote ou de Diodore où il est question d'Atlante africain ou nord-africain, et par une extrapolation, un auteur comme Léo Frobenius imagine que les Atlantes avaient poussé des colonies jusqu'en Afrique occidentale, et que les Yoruba, notamment, donc qu'on trouve aujourd'hui au Bénin, au Nigeria, seraient les descendants, au moins culturels, d'une colonie atlante, qui aurait été coupée de ses bases par la poussée carthaginoise vers l'an 1000, vers l'an 800 avant Jésus-Christ à peu près. Et à partir de là, on a quelque chose qui fonctionne toujours un petit peu comme dans une enquête policière. D'une part, on se réfère au texte dans la mesure où ça a été une théorie. D'autre part, il y a des hypothèses, et enfin, il y a des indices qu'on va chercher par exemple dans le Critias, des similitudes entre civilisations au niveau du mobilier, des habitudes, des croyances religieuses. Voilà comment on peut construire des théories un petit peu hétérodoxes, par une interprétation un peu biaisée, forcenée ou partielle des textes. Jules Verne, presque une œuvre de jeunesse, dans une œuvre donc du début, présente l'Atlantide. Il en parle plusieurs fois dans ses ouvrages, toujours de façon
très, très scolaire. Il y a un roman assez peu connu qui s'appelle L'Agence Thomson et compagnie, qui se passe dans les Açores, où un jeune Français sert de guide à des Anglais, et à un moment donné, ils arrivent à Madère et il se livre carrément un cours. Il fait un cours, il explique ce que c'est que l'Atlantide, en présentant le texte de Platon. Et puis, quelques années plus tard, Jules Verne termine son œuvre, puisque c'est un ouvrage posthume, sur un ouvrage qui s'appelle Éternel Adam. Et qu'est-ce que ça raconte, Éternel Adam? C'est un petit roman très court, mais très impressionnant. Ça raconte la fin du monde. C'est-à-dire qu'il va y avoir un déluge et notre civilisation à nous est submergée. C'est-à-dire que Jules Verne est en train de sortir de son bel optimisme du début de sa carrière. Et les gens arrivent à s'échapper, enfin quelques Européens arrivent à s'échapper sur un navire, et après des mois d'errance sur la mer, ils finissent par trouver une terre qui est ressurgie de l'océan. Et ils commencent à essayer de redémarrer. Et en creusant, ils commencent à trouver dans le sol des vestiges. Et ces vestiges, ces Européens qui ont survécu au cataclysme découvrent que ce sont les vestiges de l'Atlantide, qui ont été ramenés à la surface par le cataclysme qui les a détruits eux. C'est-à-dire que l'œuvre de Jules Verne, qui ouvrait sur un temps, le temps du progrès, un temps où on va du moins bien vers le mieux, se termine par un ouvrage qui, elle, est inscrit dans le temps cyclique, qui est fondamentalement pessimiste, c'est-à-dire en fait nous allons vers une catastrophe et puis plus tard il y aura un renouveau, et qui appelle évidemment une autre catastrophe. C'est-à-dire que les gens qui découvrent ces vestiges ont compris à la fois que les attentes étaient allées très très haut comme eux et sont redescendues très bas, et qu'eux sont à nouveau en début de cycle. Lorsqu'on essaie de voir quelle a été, je dirais, l'influence du mythe de l'Atlantide dans le XXe siècle, on était très frappé, je dirais, de sa diversité. Parce qu'à la fois, à travers le mythe du continent perdu, on voit bien, du point de vue de la littérature d'aventure fantastique, Howard, Conan le Barbare, etc., comment tout cela va irriguer. On voit comment on le retrouve dans des mouvements vraiment et profondément spiritualistes, je pense à Steiner, bien sûr. Et puis on voit comment ça va être exploité aussi, à travers le lien avec l'hyperborée, comment ça va être exploité par ce que je vais appeler l'ésotérisme nazi. C'est-à-dire l'Atlantide devient une espèce d'extraordinaire auberge espagnole, où c'est un petit peu comme les grands thèmes, comme le savant fou, le pirate, le maître du monde. Je veux dire, on a un certain nombre de thèmes qui sont des thèmes de base, qui sont des archétypes narratifs et fictionnels dans la littérature populaire au 19e et 20e siècle, et l'Atlantide est une espèce de passage obligé pour tous les auteurs. Alors bien, on connaît Pierre Benoît parce que c'est l'auteur le plus connu, mais que ce soit tous les autres auteurs, que ce soit les Boussenard, les Jean de la Hire, les Paul d'Ivoire, Jules Verne, bien évidemment, puisque tout part, comme toujours, de Jules Verne, l'Atlantide devient une espèce de gigantesque auberge espagnole où chacun arrive avec un petit peu ce qu'il a l'intention d'y trouver. Et là, on retrouve peut-être la dimension mythologique. Parce que les auteurs populaires des 19e et 20e siècle n'ont pas cherché, bien évidemment, à prouver quoi que ce soit, à témoigner d'un engagement philosophique à ce qui concerne l'Atlantide. Ils investissent l'Atlantide avec, d'une certaine façon, les fantasmes, les angoisses, les désirs, dont ils sont un petit peu porteurs. Et cet investissement permet, à mon avis, de retrouver, je dirais, le souci mythique et le souci mythologique. Pourquoi, d'une certaine manière, est-ce que le mythe de l'Atlantide, je dirais, aura été repris avec une telle constance à partir du début du XXe siècle par les cercles ésotéristes? Alors je sais bien qu'ils sont les héritiers de la théosophie en très grande partie, mais on a l'impression que dans l'ésotérique qui se réaffirme là, il y a quand même une dilection tout à fait particulière pour l'Atlantide, et cette espèce de pierre de touche, de joyau dans le passé en quelque sorte, qui sert de référence. Alors on a la version complète du mythe de Platon effectivement, mais comme si on avait besoin d'un garant dans le passé d'une philosophie éternelle que nous aurions perdue. Oui, effectivement, l'Atlantide est un âge d'or à ce moment-là. Avec parfois des choses un petit peu inquiétantes, puisque le terme d'arien est employé, notamment en Allemagne.
Et il y a cette idée que, à l'origine, il y aurait eu plusieurs races. Les Atlantes auraient participant donc de la filiation aryenne, on voit ça en Allemagne, alors que d'autres peuples participeraient d'une filiation moins noble. Vous voyez, il y a ces arrière-pensées souvent qui sont un petit peu inquiétantes. Ouais. Oui, mais justement, puisque vous faites allusion à l'Allemagne, on sait très bien que, au moins certains théoriciens, je dirais, de l'idéologie nazie, se sont appuyés eux-mêmes sur l'Atlantide. Alors, on faisait un peu la confusion entre à la fois l'Atlantide, l'Hyperborée, etc. Oui. Mais enfin, les Atlantes, d'une certaine manière, étaient, et dans l'ésotérisme même, qui, au moins en partie aussi, a marqué certaines sphères nazies, l'Atlantide renvoyait à cette espèce de foyer de civilisation que les Indo-Aryens, finalement, dont les Indo-Aryens étaient les derniers témoins. Oui, je pense que un des enjeux, c'était effectivement de situer la source de la civilisation ailleurs qu'au Moyen-Orient. Pour les raisons qu'on imagine. Si l'on considère que ce sont des régions peuplées de sémites, évidemment, ça ne pouvait pas plaire aux penseurs nazis. Il s'agissait de placer la source de la civilisation au moins à l'ouest et au mieux au nord-ouest, d'où la confusion avec l'Hyperborée, oui, effectivement. Bon, ceci dit, est-ce que... eux aussi pouvaient se réclamer d'une certaine tradition, puisque des gens au XVIIe ou au XVIIIe siècle avaient situé l'Atlantide au nord, sans arrière-pensée aucune d'ailleurs à cette époque-là. Donc en fait, à un moment donné, ça fonctionne parce que l'on peut toujours se référer. Il y a une telle bibliographie, une telle doxographie, que dans une science qui est surtout, enfin une science, quelque chose qui se donne comme une science, mais qui est surtout une mise en abîme et en cascade de toutes sortes de références, on peut toujours constituer des bibliothèques où l'on va retrouver toutes sortes d'Atlantides nordiques, chez Rublek, chez Bailly, avec des confusions, parce qu'effectivement le terme Atlante, à un moment donné, en vient à désigner quelque chose qui n'a plus beaucoup de rapport avec l'Atlantide de Platon, qui est en fait tout peuple ayant connu un stade de développement très élevé dans un passé mal défini. En fait, le but, c'est de court-circuiter l'histoire officielle. D'ailleurs, c'est curieux, cette notion d'histoire officielle. Il y a évidemment, dans le terme même, un discrédit qui est recherché. Le but, c'est de pouvoir... Alors évidemment, chez les gens, on va dire... inoffensif, selon moi, de mépris, les gens qui cherchent surtout à s'amuser ou à rêver. Il s'agit simplement de sortir de cadres trop contraignants pour l'imaginaire. Pour ceux qui ont des arrière-pensées un petit peu plus suspectes, il s'agit d'échapper à des réalités qui les dérangent. Oui. L'évolution actuelle du mythe de l'Atlantide, est-ce qu'on ne retrouve pas une vérité profonde? Je dirais, est-ce qu'il n'y a pas une boucle qui se ferme? Je pense par exemple au roman de Marion Zimmer Bradley, La chute d'Atlantis, où on voit d'une part effectivement l'Atlantide est définitivement renvoyée dans le passé. On voit comme il y a une sorte de réflexion spirituelle en fin de compte sur qu'est-ce que la magie blanche, qu'est-ce que la magie noire, quel est le rapport avec la divinité. Et est-ce que de ce point de vue-là, en fin de compte, la littérature populaire comme souvent, ou la littérature de science-fiction ou de fantasy, parce qu'on ne sait plus très bien où nous sommes avec Marion Zimmer Bradley, est-ce que cette littérature n'est pas celle qui, je dirais, repose les grandes questions mythiques que, en fin de compte, la littérature officielle avait abandonnées? Ah mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut dire que d'une certaine façon, la fiction, que ce soit fantasy ou science-fiction ou fantastique, est peut-être l'asile de nuit des grandes spéculation métaphysique, théologique, mystique et du souci mythologique. Et l'Atlantide est parfaitement adaptée à cela, puisque Platon, répétons-le, en a donné une vision extrêmement détaillée, une espèce de, à la limite, l'amplitude mythologique va de pair avec un souci descriptif extrême, mais ça n'empêche, l'Atlantide, comme cette idée d'une cité idéale où l'homme vivait en contact avec les dieux et que l'homme a perdu cette espèce de séjour des dieux suite à sa faute, eh bien, à la fois on reste d'une certaine façon dans la proximité platonicienne, mais en même temps,
cette espèce de gigantesque espace ouvert à la rêverie permet d'y inclure, sans fausser, sans mentir, puisque le problème n'est pas là, toutes les spéculations philosophiques et mystiques. Et absolument, il y a un certain nombre de mythologies, dont l'Atlantide, qui permettent de rapatrier dans le discours ce que, je dirais, le savoir officiel et la science canonique d'aujourd'hui en avaient exclu. Et c'est peut-être justement par le détour du mythe et par le détour d'une certaine fiction mythologique qu'on retrouvera le sens de ces questionnements. Si on prend un livre comme celui de Pierre Bordage, Atlantis, les fils du rayon d'or, l'Atlantide va être sauvée. Pas tout à fait, mais disons, on va voir arriver au secours de l'Atlantide un cavalier des steppes qui a été plus ou moins enlevé par une prêtresse atlante. Et ce cavalier des steppes incarne, lui, le monde de New Age, c'est-à-dire qu'il est en contact avec la nature, c'est un guerrier. Alors là, on pense un petit peu au côté heroic fantasy qu'on peut avoir chez les Américains. Il a un contact direct, intuitif avec le monde. Et il va découvrir, et le lecteur avec lui, petit à petit, que ce qui perd cette Atlantide, donc créée par Pierre Bordage, c'est qu'elle a été justement trop rationaliste, c'est qu'elle a trop misé sur la raison et qu'elle s'est coupée de l'intuition, qu'elle s'est coupée des sources vraies, directes, de la connaissance et au-delà du bonheur. Lui essaiera de réintroduire cela en Atlantide, mais bon, il est trop tard. On a aussi d'ailleurs, et ça c'est très intéressant, cette idéologie de New Age, comme c'est souvent le cas, est couplée avec une idéologie libérale qui s'ignore, à savoir que ce qui perd l'Atlantide, c'est aussi son désir de perfection et de fermeture. C'est un petit peu l'empire immobile d'Alain Peyrefitte, hein. Et il y a l'intrusion dans cette île trop parfaite de ce cavalier des steppes, c'est évidemment le thème de l'ouverture, et cette prêtresse Artea, petite sœur d'Antinéa, qui essaie de sauver son monde mis en péril par une espèce de glaciation, c'est elle aussi une partisane de l'ouverture sur le monde. À la fin, il y a une scène tout à fait symbolique de cette idéologie New Age. Les deux amants vont se séparer puisque chacun va rester dans son monde, évidemment. Parce qu'il faut toujours que l'Atlantide retourne au néant, puisqu'elle théoriquement elle n'existe pas. Il faut quand même qu'à un moment donné on l'escamote. Alors les deux amants vont se séparer, chacun va rester dans son monde, mais avant de se séparer, Artea, donc la prêtresse atlante, va faire rencontrer au cavalier les véritables gardiennes de la connaissance atlante, qui sont les baleines qui viennent se reproduire sur la plage d'Atlantis. Donc là, vraiment, on est dans la symbolique New Age totale, puisque les baleines, c'est l'animal symbole de cette idéologie. Il y a un autre thème qui, en principe, est absolument central dans celui de l'Atlantide, c'est, je dirais, le thème du déluge. Parce que c'est un peu comme la ville 10, etc. Les Atlantes se sont montrés finalement comme n'étant pas dignes de leur sort quasiment céleste. Ils ont attenté finalement à l'ordre des dieux. Le dieu Poséidon se venge. L'Atlantide est détruite par la montée des eaux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la faute, en fin de compte. Et c'est là où on comprend mal comment l'Atlantide a pu avoir un tel succès dans l'imagination, alors que c'est quand même la manière dont les hommes se sont fait détruire. Là, on retrouverait finalement tout le thème du déluge biblique. Les hommes se sont fait détruire à cause, enfin, finalement, de leur orgueil démesuré. Effectivement, il y a cette idée de la faute. L'homme avait la possibilité de vivre comme un dieu, de vivre parmi les dieux,
vivre sous la protection des dieux. Son erreur a fait qu'il a perdu cette chance et qu'il a été détruit comme tel. Donc le voisinage de la divinité lui a été refusé, mais il y a toujours l'indéfectible nostalgie de cette espèce de séjour divin, comme on peut avoir la nostalgie du paradis terrestre, la nostalgie du monde d'avant la faute. Et il y a peut-être justement trace de cette espèce de nostalgie des origines derrière ceux qui fouillent et qui cherchent justement. D'une certaine façon, ce qu'on cherche, c'est à remonter le cours de l'histoire et à essayer de réparer cette faute. Je crois qu'il y a une volonté d'obtenir le pardon de l'individu humain auprès des dieux et par le biais de l'enquête matérielle. L'idée, c'est de savoir où c'était, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a eu lieu, et peut-être à partir du moment où on sera fixé sur justement cette espèce de cité dont la chute coïncide avec la déchéance humaine de manière durable, eh bien essayer de revenir un petit peu sur cette faute. Donc d'une certaine façon, c'est une sorte, c'est la palingénésie, c'est la restauration, le retour à l'homme d'avant la faute. Mais ça, c'est une obsession, je dirais, qui traverse tout l'illuminisme, les Lumières, et qui court jusqu'à aujourd'hui.